7 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 73 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, la peur des attaques de drones, le 9 mai réapparaît et la situation empire. Plus de détails dans le rapport. Nous voyons aussi des attaques de drones russes contre la Lettonie. C'est particulièrement intéressant. Et ce que nous allons également examiner, ce sont bien sûr la situation sur le front, car dans la région du Soumni, il s'est passé pas mal de choses, tout comme ailleurs. Aujourd'hui, Pat, qui va souvent en Ukraine pour nous, m'a envoyé un message d'une téléspectatrice. Je vous salue, je sais que vous regardez. Grâce à votre soutien, avec Ukraine sur Berlin, une nouvelle livraison d'aide est arrivée, notamment avec un grand nombre d'extincteurs et de nombreux autres équipements importants. Je profite de l'occasion pour rappeler la mise à jour de la page GoFundMe de Pat. Le lien se trouve à cet effet dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous resterez ainsi toujours informé et vous pouvez aussi le soutenir avec une petite contribution pour ses déplacements, qu'il finance généralement lui-même. Et maintenant, retour au rapport de situation. La Russie affirme avoir pris le village frontalier de Myropilya dans la région de Soumy. Le ministre russe de la Défense a déjà parlé d'une libération de l'endroit. Bien qu'à ce jour, il manque même les habituelles vidéos de preuves que Moscou utilise normalement pour exploiter propagandistiquement chaque petite conquête de terrain. Au lieu d'images de drapeaux russes dans la localité, il n'y avait soudainement plus que des récits sur des assauts prétendument réussis. Et c'est précisément cela qui paraît très suspect, car selon les données de géolocalisation, les forces russes d'Enkosand se trouvent toujours à plusieurs kilomètres au sud de la localité proprement dite. Les défenseurs ukrainiens semblent toujours tenir les hauteurs dominantes autour de la localité. Parmi celles-ci, les hauteurs stratégiquement importantes, 201, 204 et aussi 217. C'est précisément ici que se joue le contrôle de la région. Cela illustre un problème connu de l'offensive russe. Moscou annonce des succès politiques plus vite qu'ils ne sont atteints militairement. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est simple. En effet, ils sont continuellement sous pression. Et qui exactement ? Eh bien sûr tout le monde dans l'ensemble de la structure de commandement. Moscou veut voir des gains. Le Kremlin ordonne que des gains soient annoncés. Et cela continue ainsi. Cela remonte ensuite à l'état-major général. Ils mettent la pression sur les généraux, qui la transmettent aux commandants de brigade, puis aux commandants de régiment. Ils mettent la pression sur leurs chefs de compagnie, qui la répercutent sur les chefs de section, puis sur les chefs de groupe et enfin sur les soldats. Et si les soldats savent que s'ils reviennent sans avoir gagné de terrain, ils seront punis, alors ils déclarent simplement avoir gagné du terrain. Cela remonte ensuite à l'officier. L'officier transmet ensuite ce rapport à son supérieur hiérarchique. Et ainsi, l'information remonte simplement vers le haut, sans vérification. Et à chaque niveau, chacun déclare simplement un peu plus. Cela veut dire que si un soldat a effectivement gagné 5 mètres de terrain, son chef de section en rapporte 10 et son commandant de compagnie déclare simplement 1 kilomètre. Le commandant de régiment en fait alors seulement 10 et cela continue jusqu'au Kremlin. Ceux qui ignorent le front ici, n'y étant jamais allés, ne connaissent les événements ni les soldats que par ouï-dire. Et ils tracent un déplacement de frontière sur la carte et voient « Hé, regarde, on a conquis cet endroit ». Ils rapportent cela alors qu'en réalité, presque rien n'a changé ici. Mais l'essentiel, c'était que la pression soit forte. Surtout avant des dates symboliquement importantes, l'énorme pression joue un grand rôle pour présenter des avancées, même si la situation sur le front ne justifie pas vraiment ces déclarations. Mais les Ukrainiens ont des preuves pour cela. Ils peuvent montrer qu'ils sont toujours sur place, ici aussi, avec un drapeau aperçu en plein milieu. On constate aussi que même les plus petites avancées russes sont désormais très coûteuses. Des unités russes attaquent là-bas depuis des semaines, avec des colonnes mécanisées, des groupes d'assaut et d'anciens membres de Wagner, ou encore avec des soldats de la brigade TikTok Ahmad. Malgré de lourdes pertes, ils n'ont pas avancé. C'est pourquoi le rapport de situation n'a rien signalé récemment, même si des attaques ont eu lieu. Je l'ai déjà mentionné, peu de changements sur le front, mais les combats persistent. Si une offensive dure des semaines et qu'au final il n'y a qu'1 ou 2 kilomètres de progression, cela montre l'usure énorme du côté russe. Ce qui est particulièrement problématique pour Moscou, c'est que l'Ukraine peut continuer à se battre depuis des positions surélevées et qu'elle les contrôle toujours. Si ces hauteurs tiennent, toute avancée russe en terrain découvert reste vulnérable. C'est pourquoi l'annonce hâtive de la prise des localités ressemble moins à un succès militaire qu'à une tentative de masquer une stagnation par un succès politique. Сука, Шьян.
Nous savons bien que le défilé réduit du côté russe donne déjà au Kremlin une image assez faible. Nous avons abordé toute cette thématique presque tous les jours dans le rapport de situation la semaine dernière. Maintenant, il y a une petite nouveauté. Comme la direction a manifestement une peur extrême d'une attaque de drone et ne se sent pas capable de la repousser complètement, la télévision d'État russe diffuse un appel à la violence. Ici, la Russie menace publiquement d'attaquer des cibles à Kiev si le défilé du 9 mai devait être perturbé par des drones. Parmi les cibles, on voit bien sûr aussi certaines ambassades, notamment celles de la Lettonie, du Japon et d'autres encore. À la fin, l'ambassade d'Allemagne est même à nouveau présentée comme une cible théorique, aux côtés de celle des États-Unis. Ça promet d'être drôle. On voit bien qu'ils ont vraiment la trouille. Comme on dirait en bon allemand, une telle menace montre à quel point ils ont peur des drones ukrainiens en ce moment. Mais après plus de 4 ans de guerre, nous savons aussi que les menaces russes restent généralement des menaces. Avons-nous déjà été détruits plusieurs fois par une frappe nucléaire, comme promis, comme lorsque nous avons livré des armes ou des obusiers, ou encore lorsque nous avons fourni des chars, des missiles de croisière, des roquettes ou toute autre forme d'aide à l'Ukraine? Regardez donc par la fenêtre. Je ne pense pas que vous verrez une ville en ruine invivable. D'accord, je retire peut-être ce que je viens de dire. J'ai déjà visité de grandes villes allemandes qui correspondent à cette description, mais ce sont des exceptions. Vous voyez, la liste des menaces est assez longue et la peur est assez grande. Mais ce qui est aussi assez long, c'est la liste des défilés déjà annulés. À Koursk, Briansk, Rostov, Saratov, Ryazan, Kalouga, Oriol, Pskov, Novgorod, Nizhny Novgorod, Krasnodar, Kraï, Slovaïa et dans certaines régions de Leningrad, les défilés du 9 mai ont déjà été annulés. Alors que le défilé principal à Moscou ne comportera pas de véhicules. D'ailleurs, face à toutes ces menaces, Zelensky réplique par un avertissement indirect aux représentants étrangers qui souhaitent se rendre à Moscou. Derrière cela se cache le message que la Russie ne peut pas garantir une sécurité totale, même lors d'une importante démonstration de force. Jusqu'à présent, seuls 2 représentants étrangers ont confirmé leur présence, ainsi que 7 citoyens russes. Il s'agissait principalement du sultan de Malaisie ainsi que du président du Laos. Nous voyons donc de très hauts dignitaires à la parade. Mais quelle est la situation actuelle dans le ciel ? Des centaines de drones et d'activités de défense aérienne ont été signalées autour de Moscou ces 2 dernières semaines. Selon la carte analysée de Drone Bomber, il y a eu au total 238 résultats enregistrés. En vert, nous voyons 131 vols de drones enregistrés et en rouge, 107 interventions des systèmes de défense aérienne russes. Moscou tente de donner l'image d'un contrôle total autour de la capitale, alors que la réalité est différente. La défense aérienne russe fonctionne en permanence en état d'alerte. Si plus de 100 réactions de défense aérienne sont nécessaires en 2 semaines, ce n'est pas un signe de force, mais un stress permanent pour l'ensemble du système de défense. Et surtout une grande consommation de munitions. Et cela pendant 2 semaines avant le défilé. Encore plus gênant pour le Kremlin est le grand nombre de drones qui réussissent à percer. Il semble qu'il soit encore possible de franchir les premières lignes de défense et d'atteindre des cibles ou l'espace aérien de Moscou. C'est très sensible psychologiquement, surtout avant la plus importante démonstration de force de l'année. Le défilé militaire du 9, le 9 mai repose sur l'image d'une sécurité absolue et d'un contrôle étatique total. Et c'est précisément cette image qui est attaquée. Et cela bien avant même que le défilé n'ait lieu. La Russie doit envoyer toujours plus de systèmes à Moscou, réagir frénétiquement, tout en acceptant que certains drones passent pas quand même. Cela montre combien la défense semble surchargée et fragmentée. Au lieu d'un bouclier hermétique, on a l'impression d'un système qui ne réagit plus qu'à des menaces individuelles, mais qui n'est plus capable d'assurer un contrôle total. D'ailleurs, certains blogueurs, dont HC Strien, ont remarqué une faille intéressante au nord-est de la ville. Cela indique d'une part la direction d'où venaient les précédentes attaques de drones, mais peut-être aussi aux capacités de défense de l'anneau de défense anti-aérienne. Au fait, nous avons maintenant 376 membres sur la chaîne. Merci beaucoup pour cela. C'est vous qui rendez cette chaîne possible et qui couvrez une grande partie des coûts. Merci beaucoup pour cela. En Lettonie, plusieurs drones ont pénétré l'espace aérien cette nuit. 2 se sont écrasés à l'est du pays, l'un a provoqué. Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole, dans la région de Ressekne, qui a été éteint par les pompiers. Selon l'armée lettonne, les drones ne venaient pas d'Ukraine, mais avaient été lancés depuis la Russie. C'est ce qui rend l'incident délicat.
Ce n'est pas juste un crash comme auparavant, mais un drone dans l'espace aérien d'un État membre de l'UE et de l'OTAN, ayant cette fois causé des dégâts. Ainsi, la Russie ne laisse pas seulement des traces de la guerre en Ukraine, mais aussi sur le territoire de l'OTAN. Pour Moscou, c'est risqué. La Russie compte davantage sur les drones, mais ces incidents prouvent que cette méthode de guerre reste incontrôlable. Je n'accuse pas la Russie d'une attaque délibérée, même si cela reste possible. Mais il y a aussi la possibilité de drones égarés, même si la probabilité qu'ils touchent alors des dépôts de pétrole est très faible. Et d'autre part, il y a aussi la possibilité de drones délibérément détournés, par exemple au moyen de brouilleurs électroniques qui transmettent un nouveau signal GPS au drone. Ce serait l'autre extrême. Pour la Lettonie et les États baltes, ce n'est donc pas abstrait. Les drones qui s'écrasent et causent des incendies rendent l'agression russe un problème de sécurité réel à la frontière de l'OTAN. Il faut bien sûr dire à ce stade, si la Russie n'avait pas commencé cette guerre, aucun drone, pour quelque raison que ce soit, n'aurait percuté un dépôt de pétrole en Lettonie. C'est pourquoi ces incidents accentuent la pression sur la défense aérienne, la surveillance des frontières et la dissuasion politique. Nous devons nous y préparer. Nouvelle attaque de drones sur la station de pompage de pétrole à Perm. Zufälliger Treffer, sondern Teil eines erkennbaren. Ici, il ne s'agit pas seulement de dégâts sur l'infrastructure, mais d'attaques sur les goulots d'étranglement technique du système énergétique russe. Perm est stratégique, car l'installation appartient au réseau principal d'oléoducs. Même lorsqu'un tel nœud a été touché à plusieurs reprises, cela exerce une pression simultanée sur ses capacités de réparation, ses voies de transport et ses structures de sécurité. La Russie ne doit pas seulement éteindre et reconstruire, si elle le fait encore et si cela vaut encore la peine. Nous avons déjà vu que l'installation de Perm avait été gravement endommagée lors de la dernière attaque. Mais un certain message est transmis ici, à savoir que la Russie n'est pas capable de protéger de manière fiable des cibles connues à l'arrière-pays. Comme à Tuapse, il s'agit ici d'une tentative de perturber et de détruire une installation morceau par morceau. S'il ne restait que quelques réservoirs après les attaques précédentes, cela prouve que des frappes de drones isolées entraînent une destruction systématique. Pour Poutine, c'est évidemment politiquement désagréable. De tels impacts donnent l'image d'une situation incontrôlable au sein d'un État censé être protégé. Et c'est précisément cette image que l'on veut préserver, et c'est précisément cette image que l'on veut préserver lors du défilé. Et cela devient chaque jour un peu plus difficile. Elle aura lieu dans 2 jours. Je réfléchis déjà à la diffuser ici en direct. Peut-être qu'on remarquera quelque chose, mais je ne pense pas. Mais la guerre se rapproche de plus en plus du centre même de la Russie. Cette fois, selon les rapports, le complexe de production et de logistique Nara du ministère russe de la Défense à Narofominsk a été attaqué, donc à seulement une courte distance de Moscou. L'installation est extrêmement importante. Sur un immense site, des biens militaires y sont stockés et distribués. Équipements, fournitures, logistique et ainsi de suite. Le ministère russe de la Défense a aussi indiqué que des centaines de drones ukrainiens avaient été interceptés durant la nuit, notamment près de Moscou, comme évoqué plus tôt. La Russie a longtemps compté sur le fait que l'immense profondeur géographique du pays offrirait automatiquement une sécurité et que les infrastructures critiques seraient suffisamment éloignées pour rester hors de danger direct. Comme on peut se tromper, car cette idée fonctionne de moins en moins. L'Ukraine prouve régulièrement que même des cibles près de Moscou sont atteignables. Et chaque attaque réussie dans de telles régions n'a pas seulement une importance militaire, mais aussi un impact psychologique. Lorsque même des sites logistiques centraux autour de la capitale sont attaqués, il devient clair que la distance ne garantit plus la sécurité. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et Albuquerque. Remerciements spéciaux au lieutenant-colonel Reneke, Silla, Diti, Ferdi et Myrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain point de situation.